et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile en rapportant le duvet de ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va faire la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Bonjour Julien. Bonjour. On est devant la salle Wilfrid Pelletier. Oui. On est à Montréal et je peux presque dire c'est une rencontre d'amour avec le public du Québec. Oui, toujours. Oui, heureux de revenir chanter. Ça fait longtemps maintenant. Je crois que j'ai commencé à chanter en 68 et je crois que dès 69 ou 70, j'étais venu là, les premières fois. Oui, tu te souviens de l'Hostichou de Charlebois. Oui, non, ce dont je me souviens, c'était que j'ai évidemment fait à cette époque la période j'ai la connaissance de Robert, mais ce qui m'avait le plus frappé la première fois que j'étais venu, c'est que en descendant de l'avion, on m'avait emmené voir un show de Yvon Deschamps. Et Yvon Deschamps, c'était totalement... Il n'y avait pas d'artiste comme ça en France. C'était, on peut dire, du stand-up, en fait, finalement. Sauf qu'il avait des musiciens avec lui et qu'ils avaient des chansons aussi, mais on n'avait pas cette forme-là d'artiste à la fois comique, comique, c'est restrictif, il n'était pas que comique, mais ça m'avait absolument, j'avais adoré ça. Et Signe des temps de l'époque, c'est un spectacle, il faisait le spectacle en joie, là, en fait. Donc j'avais pas tout compris. Premier soir, et j'y étais retourné le lendemain soir. Ouais. Ouais. Et alors c'est vrai que Robert Charlebois, il consommait des substances qui faisaient que ta maman avait été obligée un jour de lui venir en secours. Ça, c'était au Midem à Cannes. Ouais. Ouais, à cette époque-là. Hein. À cette époque-là, oui. Ouais. C'était au Midem à Cannes. Et alors, ils étaient dans le même hôtel. Je n'avais pas réussi à mettre ma maman avec moi. Et on lui avait trouvé un hôtel un tout petit peu excentré, enfin, dans Cannes, mais pas là, pas sur la Croisette et tout ça. Et alors, Robert était dans le même hôtel, effectivement. Il est rentré un soir ou deux sur les épaules de ma mère, oui. Et à ce moment-là, Marie-France Brière avait été ramener Robert Charlebois en France pour le faire connaître, puis elle avait découvert R avec Annie Fargue. Et ça a changé ta vie à ce moment-là. Oui. Ces R, ils sont venus me chercher quand j'étais en première partie de Béco, en fait. Et donc, les producteurs, il y avait Annie Fargue, mais aussi un producteur franco-américain qui s'appelait Bertrand Castellier, était venu me demander effectivement si je voulais participer au spectacle. Mais, en fait, je voulais pas. Et puis mon conseiller d'aller voir à Londres avant de prendre ma décision. Et évidemment que j'ai trouvé ça génial. Et en revenant, j'ai dit OK, avec plaisir. Il y a une autre rencontre qui a compté pour toi, évidemment, c'est Étienne Rodagil. Oui. C'est vrai que c'est dans un bar, oui, par hasard presque. C'est un bar qui existe toujours, qui s'appelle l'Écritoire, qui est place de la Sorbonne. Oui. Bah oui, je faisais des musiques, mais j'avais pas de paroles et je connaissais personne, évidemment. Donc, c'était le bar, comme j'étais en fac d'anglais, et que donc on se retrouvait toujours tous dans ce bistrot-là. Et comme je n'avais pas de parolier, que je savais pas comment en trouver, j'ai demandé à la cantonade, il n'y a pas quelqu'un qui écrit des paroles, en fait, de chansons, et j'ai entendu une voix qui disait « Si, moi ». Ouais. Regarde, ça c'était... Et oui, c'est le premier, je crois. Oui. Premier album. Hein. Yann et les dauphins, Les vendredis, La petite sorcière malade, premier Ivanovic. Deuxième, je ne sais plus. Ouais. Je ne sais pas. Ouais. Ivanovic, évidemment. Et puis La cavalerie. Oui. La cavalerie, ça va compter, ça. Hein. Bah, c'est la première chanson qui est sortie en mai 68. Elle est sortie le jour le fameux jour des barricades de la rue Gay-Lussac. C'était un marqueur de mai 68. Oui. Et donc, et Roda, Roda était, paraît-il, sur les barricades ce jour-là. Voilà. Ouais. Ta vie va partir dans cette direction. Alors évidemment, après, il y a les succès.
Ce n'est rien, Niagara, des triomphes, et tu deviens une star. Et ça, tu t'y attendais pas, non? Oui, enfin, au début, jusqu'à Ce n'est rien, qui est donc arrivé. C'est sur cet album-là, Ce n'est rien, oui. Oui. Non, c'est Oh. sur celui-là, voilà. Ah, c'est ça, oui. Tiens. Ah, oui, sur celui-là. Ça, c'est Ce n'est rien, oui, c'est ça. Ouais. Ça doit être le deuxième ou le troisième album, hein, quand même. Ouais. Oui. Donc avant, je passais beaucoup à la radio. J'avais beaucoup de fans, mais enfin, on va dire j'avais un carré de fanatiques. Mais j'ai quand même fait un Olympia. J'ai fait un Olympia avec justement la cavalerie, tout ça, la petite sorcière malade et tout. Yann et les dauphins et tout ça. Mais à la fin du passage de l'Olympia, Bruno Cocatrix m'avait dit, écoutez, jamais une vedette portera des cheveux longs en France, hein, donc faites-vous couper les cheveux. Oui. Et puis écrivez un peu des chansons qui plaisent au peuple, parce que alors ça suffit pas de chanter. Qu'est-ce qu'il avait dit pour les petits minets de l'avenue Mozart, il avait dit. Et puis alors, moins d'un an après, on a écrit Ce n'est rien avec Étienne. Voilà. Ouais. Alors on lui a dit, il nous a dit, alors maintenant vous revenez à l'Olympia. Alors, on lui a dit, mais Bruno, vous nous avez dit que les chansons, ça n'allait pas. Non, mais il a dit, mais écoutez, vos chansons, ils s'y sont habitués. C'est vrai, tu as beaucoup appris au contact de Beko. Tu regardais comme j'étais en Beko, première partie, tu le regardais chanter, tu disais, c'est un tiens... grand homme de scène. Ouais. Et puis, avec beaucoup d'énergie et tout. Et puis, toutes les fois où j'étais en première partie, et Dieu sait que j'ai été longtemps, je le regardais tous les soirs. Ouais. Ouais. Tous les soirs. Je le regardais faire. Tout me plaisait pas, mais j'étais quand même... il chantait dans le monde entier. Donc, je veux dire, c'était comme un prof, quoi. Ouais. Ouais. Et puis il y a... La façon dont il communiquait avec son public, surtout, c'était ça qui était formidable. Il enflammait les salles, quoi. Ouais. Ça, tu te dis, quand tu vas, comme ce soir, là, sur une scène, c'est comme la première fois, Julien. Oui. Oui. Sauf qu'il y a un peu de savoir-faire quand même maintenant. Mais on va dire que l'inquiétude avant est toujours la même. Et puis, moi, je fais un métier, si on veut résumer, qui est que j'écris des mélodies et j'essaie de bien les chanter. Alors voilà, je dis ça, c'est simple à faire, simple à dire, moins simple à faire. Et mais donc, c'est de là que vraisemblablement vient cette inquiétude avant. C'est de être finalement cette quête perpétuelle de bien chanter, Ouais. voilà, pour ne pas trahir le souvenir. J'ai la chance d'avoir des chansons qui ont accompagné les gens dans leur vie. Alors il ne faut pas trahir leurs souvenirs Ouais. et les choses qu'ils ont éventuellement vécues sur ces chansons. Ouais. Et puis les souvenirs de ceux qui ont écrit les paroles. Je pense à Dabadi. Oui, quelle chance. Quand tu chantes Femme, je vous aime, ça, Ouais. il fallait le faire de dire ça. Oui, à l'époque, C'était je trouvais gonflé. ça. Oui. À l'époque, je trouvais ça. Et évidemment, j'avais fait des années avec Roda. Alors, Roda, j'ai dit, mais il prenait grand soin à ne pas dire je t'aime dans les chansons. Je pense qu'il l'a jamais fait. Une seule chanson. Il a dit je t'aime et encore. C'était une chanson qui s'appelait Les Fleurs des Gares, où il avait dit je t'aime crème, je t'aime noir, etc. Mais il ne disait pas je t'aime. Donc Dabadi et sa feuille de route, son brief, c'était ça. C'était de me faire dire je t'aime dans les chansons, ce qu'il a très bien fait. Mais c'est vrai qu'à l'époque, Femme, je vous aime, je trouvais presque ça trop simple par rapport à ce que Roda me faisait chanter. Oui. Maintenant, je suis bien content de l'avoir. Roda, c'était J'ai le cœur à résonner dans un port désert dérisoire. Ouais. Et c'est Roda, des choses extraordinaires. C'était plus un poète de la chanson, je crois. Ouais. Et d'ailleurs, il se décrivait lui-même comme un poète industriel. Et j'aimais bien ce terme.
c'est vrai. Il était poétique, et en même temps, il savait qu'on travaillait, comme disait-il, avec son vocabulaire anarcho, je ne sais pas comment on peut dire. Il disait toujours qu'on était comme des artisans qui travaillions pour la grande industrie. Alors, il disait, moi, je suis un poète industriel. Oui, c'est vrai. Alors, tu veux dire, dans des discussions politiques passionnées, Rodagil. Oui. Oui. Enfin, non, mais il avait une vision. Il était fils de républicains espagnols, réfugiés en France, qui avaient fui Franco. Les républicains espagnols, quand la France les a reçus, leur a permis de rentrer pour fuir Franco, le gouvernement français les a mis dans des camps. Et Roda, il était né dans un camp à Montauban, dans le sud-ouest. Et son père était officier de l'armée républicaine. Donc c'était l'histoire de sa vie à Rodagil. Et les syndicalistes à Barcelone, et les anarchistes, etc. etc. Ça te parlait aussi, ton père était communiste aussi, quelque part. Mon grand-père. Ton grand-père. Oui, mais enfin, vous savez que les communistes avaient poignardé les anarchistes dans le dos en Espagne. Donc, c'était entre les communistes et les anarchistes, c'était bon. Mais c'était amusant parce que toute mon enfance, effectivement, mon enfance a correspondu à un discours de Malraux un jour qui disait en France, il y a les communistes et nous. Et quand il disait nous, il parlait des gaullistes. Ben, moi, c'est ce que j'ai vécu. Comme mes parents ont divorcé, que mon père était gaulliste, il habitait dans la banlieue sud, et puis ma mère était fille d'ouvriers communistes et elle habitait un petit appartement dans le 14e. Donc c'était à la fois très triste parce que j'étais très jeune et que je vivais pas avec ma mère. J'avais été confié à mon père, mais c'était en même temps follement enrichissant parce que j'avais... c'est une enfance peu commune finalement. J'ai été élevé dans 2 foyers qui pensaient strictement le contraire, l'un et l'autre. Il y avait 2 musiques, puisque ma belle-mère faisait de la musique classique et n'aimait que ça. Puis quand j'arrivais chez ma mère, j'entendais la chanson et du jazz. C'était extraordinairement éclaté, si on peut dire. Et ces 2 femmes, finalement, parce que si je suis dans la musique aujourd'hui, c'est grâce à ces 2 femmes, à ces 2 mères, finalement, qui adoraient la musique l'une et l'autre, mais des musiques différentes. Et c'est pas commun, ça, de changer de foyer comme ça toutes les semaines. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus répandu, mais à l'époque, non. À l'époque, à l'école, j'étais bien souvent seul dans mon cas, enfant divorcé. Oui, une double enfance. Mais c'est vrai, il y avait aussi la Guadeloupe, quelque part. Oui, parce que mon grand-père... Quand même un univers là qui te faisait rêver peut-être aussi. Oui, le père de ma mère, il était guadeloupéen, et donc c'est lui qui était ouvrier, mais il était un déraciné, il habitait en métropole, mais il était quand même très guadeloupéen. Alors il avait transporté avec lui tous ces trucs de là-bas, son accent, tout. Et c'était ça aussi, c'était très inspirant parce que je ne savais pas ce que c'était que la Guadeloupe, mais enfin, je trouvais ça exotique quoi, d'être petit-fils de Guadeloupéen. Ah, puis j'y suis allé beaucoup plus tard, c'est ce que je raconte d'ailleurs. Je raconte tout ça dans le spectacle d'ailleurs. Ouais. Ouais, c'est vrai. Je pensais en politique, je disais, c'est vrai que tu as eu de longues discussions avec François Mitterrand et qu'il adorait discuter avec toi. Enfin. C'est gentil de dire ça, mais non, je pense qu'il aimait bien la chanson, il m'aimait bien. Et c'est vrai que je l'ai invité, j'étais souvent invité par lui à l'Élysée. Bon. Mais c'est vrai qu'il est venu 2 fois à la maison et qu'il était, je pense, une race d'hommes d'État qui n'existe plus tellement de nos jours. Parce que c'était un homme... Je suppose, qui était né à la fin du 19e siècle, non? Ou en tout cas au début du 20e. Donc c'était des gens très cultivés. Et c'était... Je ne sais pas si on discutait, mais enfin en tout cas, quand il prenait la parole, c'était toujours
étonnant et enrichissant. Parce que on ne peut pas dire que c'était des... Quand il était venu dîner, c'était épuisant d'inviter Mitterrand, parce que on savait qu'il fallait lui faire... Il fallait qu'il y ait une jolie table, il fallait qu'il y ait des jolies femmes, et il fallait qu'il y ait des gens intéressants autour de la table. Mais il avait cette faculté de vous mettre à distance. Et vous aviez parmi les invités des gens que j'avais invités pour ça, parce qu'ils étaient ils parlaient facilement, ils étaient volubiles. Sauf que quand ils étaient en présence de Mitterrand, on n'entendait plus rien. Hein. Non, mais c'était des dîners vraiment... C'était formidable, parce que c'est un très bon conteur, on sait qu'il n'hésitait pas. Et donc, il m'avait raconté 2-3 histoires qui sont que je vois aujourd'hui dans des articles ou dans des livres. Vous voyez, des livres d'histoire, quoi. Comment il avait connu Gorbatchev. C'était toujours très, très intéressant. Des gens qui ont fait l'histoire de notre monde entre-temps. Ouais. Et la chanson dans tout ça, c'est vrai que, chanter au moment de la panthéonisation de Badinter, cette chanson, incroyable chanson contre la peine de mort. Et il y a des moments où la chanson accompagne l'histoire. On va dire que, ne voulant pas m'engager en politique, sans doute d'avoir vécu toute mon enfance avec dans 2 endroits où la politique les idées politiques n'étaient pas du tout les mêmes, ça m'a permis de relativiser la politique. En revanche, si on peut, dans la chanson, écrire des chansons qui peuvent participer, on va dire, à l'évolution de la société, pourquoi pas? J'ai eu de la chance, j'ai travaillé avec des paroliers, c'est grâce à eux, c'est pas moi, mais qui m'ont fait chanter des choses intéressantes par moments. Et c'est vrai que la chanson sur la peine de mort, c'était très brûlant comme sujet à l'époque. Et c'est Dabadi qui m'a dit, tu sais, on devrait écrire une chanson sur la peine de mort. Je lui ai dit, écoute, écris le texte et puis on verra bien si j'arrive à le mettre en musique, quoi. L'assassin assassiné. Oui, c'est des mots d'une grande force. Et là, sur le nouvel album qui s'appelle Une vie, il y a par exemple une chanson, c'est le Parvis. Et vrai que là, on peut chanter, voilà, cet homme est perdu d'amour, qui a perdu sa femme aimée et qui danse sur ce parvis. Évidemment, on a vu ces images. J'essaie de choisir, toute ma vie, j'ai choisi les gens qui écrivaient mes paroles. Et ça va vous sembler étrange, mais je leur ai très, 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 très rarement donné de mots d'ordre. Je leur ai fait confiance et je me suis dit, j'espère qu'ils vont avoir envie de me faire chanter des choses bien. Et donc, il y en a qui m'ont écrit des chansons d'amour, mais pas que ça. Et là, c'est Paul École, qui est un grand auteur de chansons de nos jours. Je pense que c'est lui le meilleur. Et il a eu l'idée, je lui ai envoyé une musique et il m'a renvoyé ce texte-là. Donc, j'ai toujours été assez curieux dans la vie de voir, quand je leur donne une musique, voir ce qu'ils vont me renvoyer dessus, enfin, ce qu'ils vont me rendre. Mais comme je les ai choisis, je leur fais une très grande confiance, si vous voulez. Comme je connais, quand je choisis quelqu'un, c'est parce que je surveille son travail depuis un certain temps, j'apprécie son travail, alors j'appelle, je dis, est-ce que ça vous amuserait qu'on écrive une chanson ensemble? Il y a Serge Lama sur ce disque, il y a Gaëtan Roussel, il y a Carla Bruni, on retrouve David McNeil, qu'on retrouve, longue compagnonnage, longue amitié évidemment, et Benjamin Biolay qui réalise le disque aussi, qu'on retrouve aussi évidemment sur une chanson. Et puis il y a Saint-Nazaire, on est bouleversé par cette chanson. Ça aussi, c'est Paul École. Là par contre, c'est moi qui l'ai demandé celle-là. Mais c'est... je lui dis, écoutez, j'aimerais bien avoir une chanson pour mon frère, si ça vous inspire, essayez de m'écrire un texte. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Moi, ça tombait bien, ce qu'il m'a dit. Écoutez, j'en avais commencé un, mais j'osais pas vous en parler. On se connaît pas très bien, vous savez. Donc, ça fait quand même quelques chansons qu'on écrit ensemble, mais on se connaît pas très bien. Je l'ai croisé une fois, je crois. Mais vous voyez, ça n'empêche pas d'écrire des chansons. Des mots magnifiques, évidemment. Et l'amour, et on regarde le ciel, on pense à votre frère. Une chanson qui s'appelle L'Avenir. Puis un père
aussi, parce qu'il y a aussi l'amour des enfants. Un père ne devrait pas... Ouais. et oui, tout ça, ça se chante. Au fond, Moi, c'est je de pense qu'on l'amour. peut tout chanter Ouais. si on trouve la façon de l'écrire. Voilà. Mais la chanson, oui, la chanson, c'est un art populaire. Si on peut arriver à traiter un sujet comme ça en quelques lignes, ce qui est très difficile à faire, eh bien, ça peut effectivement participer à notre société. Ouais. Ouais. Le disque s'appelle Une vie. Oui. C'est ça qui est Bon, c'est dingue. un peu nos vies. Ouais. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, c'est Mais une vie, c'est nos vies, au un fond. peu, parce que Ouais. dedans, c'est des sujets qui nous arrivent à tous. Il y a la perte, hein, il y a la maladie. Même Paul École s'est permis d'écrire une chanson sur Alzheimer. C'est pas évident à mettre en chanson. Donc, oui, je me suis rendu compte, en voyant tous ces textes arriver, que ça parlait de nos vies, quoi. De tout ce qu'un homme pouvait rencontrer, un être humain, pouvait rencontrer dans sa vie. Ouais. Et puis il y a une chanson qui dit, bon, il y a eu Mozart, il y a les grands compositeurs, il y a les grands auteurs. On fait partie de tout ça, on se nourrit de toute cette culture. Oui. Et sinon, on n'est pas ce qu'on est, en fait. On ne serait pas ce qu'on est là aujourd'hui. Oui, bien sûr, chacun se forme comme il peut. Moi, j'ai été environné de musique dès que je suis né. Et finalement, je me rends compte que j'ai entendu de la musique dès que j'ai été très petit. Et c'est sorti tout d'un coup, là, vers l'âge de 16 ou 17 ans. Tout ça. Ouais. Toutes ces musiques que j'avais entendues. Et aussi, la chance d'avoir vécu, d'être né dans 2 milieux sociaux différents, c'est incroyable. C'est pas si courant que ça, en fait. Donc, oui, parce que comme l'a dit McNeil là, dans la dernière chanson qu'il a écrite pour moi, que j'ai mis en musique, là, qui s'appelle Un drôle d'oiseau. Oui, j'étais un moineau de banlieue, ni rouge ni bleu, juste au milieu. C'est magnifique. Et puis, il y aura This Melody. Et puis, il y aura toutes ces chansons qui parlent au cœur des gens depuis si longtemps, Julien. Il y a comme un truc d'amour. On dit pas Julien Clerc, on dit Julien. Et depuis le début, c'est ça. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir des gens qui m'ont... on a traversé la vie ensemble, finalement. Ouais. Et la vie, c'est beau comme une chanson. C'est dur parfois. J'ai eu la chance. Ouais. Moi, j'ai la chance d'avoir traversé cette vie en chanson, ce qui est une chance inouïe. Oui. Ouais. Merci Julien. Ce n'est rien. C'est que la vie. Et Merci. la vie, ça se chante. Julien était avec nous ici, à Montréal. On pourrait dire un mot, Luc Plamondon, quand même. Il a fait des chœurs de rockers, il a fait des choses... Oui, il y a le quart d'heure Plamondon. Ah oui, il y a le quart d'heure Plamondon. Et tout le monde se lève. Oui, c'est oui. ça aussi, il y a de Oui, l'énergie. C'est vrai, oui, C'est un moment de bonheur, de rire. Ah, oui, oui. Hein? C'est toujours des chansons que j'attends avec impatience, parce que, surtout ici, où il est absolument adoré. Bon, Ouais. ouais. Allez, on garde le cœur de rocker. Merci Julien. Merci.